La Chine. On en parle souvent sur Terra Bellum puisque la Chine est une puissance capitale qui est en train de se révéler au monde au XXIe siècle. Aujourd'hui, on va parler des perspectives de croissance du pays, mais aussi de ses nombreux défis et également de la guerre technologique et économique entre la Chine et l'Occident qui est portée par les États-Unis. Fin juin 2023, les dirigeants chinois ont rencontré leurs homologues allemands et français en Europe, tandis que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'était lui rendu en Chine. Il s'agissait là d'ailleurs de la première visite américaine de haut niveau à Pékin depuis près de 5 ans. Ces engagements diplomatiques, ils interviennent à un moment clé des relations entre la Chine et les puissances occidentales. Ils montrent également deux visions de la géopolitique distinctes vis-à-vis de la Chine. Tantôt rivale des États-Unis dans le Pacifique, tantôt premier partenaire commercial de l'Union européenne. La pandémie en 2020 et la politique stricte zéro Covid de la Chine a suscité des inquiétudes parmi les entreprises et les gouvernements à l'international et entraîné une fuite des capitaux et de l'industrie du territoire chinois. En 2022, la position ambiguë de Pékin sur la guerre en Ukraine a incité l'Occident à envisager sérieusement les moyens de réduire la dépendance de leurs économies à l'égard de la Chine. Si la guerre n'a pas encore débuté entre la Chine et l'Occident, la bataille technologique, elle, est déjà bien amorcée, avec de vastes politiques de restriction du transfert technologique initiées par les États-Unis autour de l'IA ou encore des semi-conducteurs, qui ont ensuite été rejoints par leurs alliés, et notamment le Japon ou encore les Pays-Bas. L'Union européenne a dressé quant à elle un plan de surveillance et de limitation des investissements chinois entrant et sortant dans les secteurs stratégiques. Le monde s'observe, le monde s'enferme, les blocs et les puissances comptent de plus en plus sur leur consommation nationale pour porter l'économie, sur fond de politique de restriction des échanges pour protéger les intérêts stratégiques face à leurs rivaux. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que la géopolitique vous intéresse. Or, rien ne remplacera jamais une bonne lecture et un excellent moyen de développer ses connaissances, c'est de se procurer la revue Terra Bellum bien sûr. Notre revue est un trimestriel numérique qui compte entre 75 et 90 pages de pur contenu géopolitique, le tout écrit par de jeunes chercheurs, des spécialistes en relations internationales ou encore des professionnels qui connaissent bien sûr leurs thématiques et différents pays. Nous avons déjà 4 numéros de disponibles à l'unité, la Russie, la Chine, la France, les États-Unis et notre prochain numéro sur le Moyen-Orient paraîtra ce mois de juillet. C'est une nouvelle formule qu'on sort avec cette fois un focus autour d'une région et c'est à ce jour notre plus gros numéro qui sortira avec une variété de sujets qui pourra satisfaire tout le monde. Diplomatie, services secrets, économie, spatiale, défense, climat et d'autres enjeux bien sûr. La revue c'est aussi un excellent moyen de nous soutenir financièrement et ça vous permettra également de découvrir des auteurs généralement inconnus des grands plateaux mais qui sont compétents et mériteraient d'être connus. Avec la revue Terra Bellum, tout le monde est gagnant. Le lien est en description et en top commentaire bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. La Chine n'a levé sa politique zéro Covid qu'en décembre 2022, c'est très récent. Le fort rebond attendu du pays après les restrictions imposées par la pandémie peine à se concrétiser à cause du contexte mondial explosif. Le Parti communiste chinois s'est fixé un objectif conservateur mais aussi réaliste de croissance de 5% en 2023. Alors pour le moment, évidemment, on n'a pas la croissance annuelle de 2023, il faudra le voir en fin d'année, mais la croissance au premier trimestre est de 4,5%, c'est-à-dire un tout petit peu moins que cet objectif qui est déjà conservateur, et tout ça malgré une tentative de dynamiser la consommation des ménages et la consommation nationale. Et c'est pourquoi la Chine saisit sa carte Europe, son premier partenaire commercial, en espérant que les États-Unis, trop occupés en Ukraine, mais aussi qui préparent déjà les élections en 2024, se montrent plus laxistes. Et les Chinois espèrent aussi que la politique américaine n'aura pas raison de la politique européenne. L'objectif pour la Chine est d'éviter la fermeture du continent européen dont elle a tant besoin pour sa relance. Mais en face, tout comme les États-Unis ont pu presser la fermeture de la porte de l'Europe à la Russie, la porte vers la Chine n'est peut-être déjà qu'entrouverte. Alors il est important de détailler la distinction entre le point de vue de l'Union européenne, des puissances européennes, et le point de vue américain vis-à-vis de la Chine. Aucune puissance européenne, à l'exception de la France, n'a de territoire dans le Pacifique. Et là encore, les territoires français sont bien éloignés de la mer de Chine méridionale, et finalement, si les États-Unis sont en guerre économique contre la Chine, notamment depuis la période Trump, les principales puissances européennes croisent très peu les Chinois,
et hésite même à aller aussi loin que les Américains dans l'érection de barrières à l'économie chinoise. Pour la simple et bonne raison que la Chine est le premier partenaire commercial, je l'ai dit assez de fois dans cette vidéo déjà, et il y a donc une interdépendance très forte entre nos deux régions. Déjà, il y a deux nuances sur les termes à employer par l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre de leur politique face à la Chine. Le terme employé depuis quelques mois au sein de l'Union européenne et de l'administration européenne pour s'opposer à cette interdépendance, c'est le de-risking, c'est-à-dire la diminution du risque. Plus simplement, il s'agit de la recherche d'une diversification des chaînes d'approvisionnement en renforçant les industries nationales et en élaborant des outils politiques pour dissuader les produits chinois d'arriver jusqu'à nous, mais tout en continuant le commerce avec la Chine qui est incontournable. Le terme employé par les États-Unis est le découplage, c'est-à-dire en bonne et due forme, la suppression du couplage entre les deux circuits, américains et chinois. L'objectif américain est donc clairement d'éliminer l'interdépendance économique avec la Chine, à l'aide notamment de tarifs douaniers, de sanctions, de restrictions à l'investissement et de contrôle des exportations. Alors bien sûr, il est probable qu'en raison de son alliance avec les États-Unis, l'Union européenne s'engage elle aussi pleinement in fine dans le découplage, mais pour le moment ce n'est pas encore d'actualité. Et c'est parce que la Chine est bien consciente que l'Union européenne peut lui fermer ses portes que le Premier ministre Li Qiang s'est rendu à Berlin puis à Paris à la fin juin pour s'assurer des bonnes exportations chinoises en Europe. Cependant, quelques jours avant les consultations, l'Allemagne a publié sa première stratégie de sécurité nationale. Le document décrit la Chine comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Je crois qu'en matière de en même temps, on atteint là des sommets. Le document note tout de même que les éléments de rivalité et de concurrence se sont accrus ces dernières années. L'Allemagne est confrontée au même problème qu'elle l'a été avec la Russie en 2022, elle cherche à ne pas trop donner à l'Alliance occidentale, c'est-à-dire Washington, l'impression qu'elle est trop accueillante à l'égard de la Chine, et c'est pour ça le nombre de ministres a été diminué et la médiatisation de la visite de Li Qiang à Berlin a été très peu médiatisée. Et il y a une raison à cela, c'est que la visite de Scholz à Pékin en novembre 2022 avait été vivement critiquée aux États-Unis comme étant trop amicale à l'égard de la Chine. Autre puissance majeure dans l'Union, la France fait pression sur la Commission européenne pour qu'elle prenne des mesures contre ce que la France considère comme des avantages commerciaux déloyaux de la part de la Chine, et en particulier dans le domaine des véhicules électriques. Le 15 juin également, la Commission européenne a annoncé des mesures visant à débarrasser ses réseaux de télécommunications internes des entreprises chinoises Huawei et ZTE. Et en retour, elle a exhorté les États membres à utiliser le matériel de l'Union pour restreindre ou bannir les fournisseurs chinois de leurs réseaux nationaux. Dans l'ensemble donc, les signes montrent tout de même un durcissement potentiel de la position de l'Europe à l'égard de la Chine. Et cette opposition se joue principalement sur certains domaines stratégiques dans le secteur commercial. La France est également, on l'a dit, préoccupée par des questions de souveraineté dans le Pacifique. Mais de l'autre côté, nous sommes également le troisième partenaire économique de la Chine en Europe, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut savoir nuancer cette rivalité qu'on veut souvent mettre au pinacle et qui est hélas aujourd'hui trop importante dans le monde diplomatique. La Chine, en réalité, elle a toujours besoin des investissements américains et européens pour stimuler sa croissance économique. Et elle ne peut pas se permettre de perdre l'accès à ces deux marchés. L'année dernière, les États-Unis ont été le deuxième importateur de produits chinois, représentant plus de 15% des exportations chinoises. Ils étaient aussi la troisième source d'investissement direct étranger en Chine, et ils représentaient 10% de l'ensemble des investissements directs étrangers pour la Chine. L'Union européenne est aussi le premier marché d'exportation de la Chine, plus de 20% des exportations chinoises. Et c'est également la deuxième source d'IDE pour la Chine, puisque l'Union européenne y représente ici 15%. La Chine, d'autant plus de notre point de vue occidental, est avant tout une nation marchande. Les exportations sont le moteur de l'économie chinoise, tandis que les investissements étrangers apportent des capitaux pour aider les entreprises chinoises à se développer et à devenir plus compétitives. Environ un tiers de la main-d'œuvre chinoise est d'ailleurs employée dans l'industrie manufacturière, qui représente 20,5% des exportations totales de la Chine en 2021. Et bien que ces deux secteurs aient perdu de leur importance au cours des dernières décennies, puisque l'économie chinoise est en train de devenir progressivement une économie axée sur les services depuis la fin des années 90, eh bien la manufacture reste un employeur majeur et un contributeur vital aux exportations chinoises et donc à son économie. Et les exportations, pour vous donner une idée de cette importance, représentent environ un quart du PIB de la Chine.
Et c'est parce que la Chine est une nation marchande, mais aussi et surtout parce qu'elle a 1,4 milliard d'individus à gérer, que les inquiétudes de la Chine concernant le protectionnisme européen et américain reflètent en réalité des craintes bien plus profondes qui concernent la stabilité sociale et la politique à l'intérieur du pays. La Chine cherche donc à dynamiser sa croissance interne. La Banque populaire de Chine adopte par exemple une mesure totalement à contre-courant de l'Europe et des États-Unis en ce moment, c'est-à-dire qu'au lieu de monter les taux d'intérêt, elle les baisse afin de stimuler son économie nationale. Et d'un point de vue géopolitique, c'est là les limites du doux commerce de Montesquieu. À partir du moment où dans un monde globalisé certains pays clés placent des barrières protectionnistes, et bien cela contraint le reste des puissances à faire de même. Donc en plus de la régionalisation et de la multipolarité qui est en train d'apparaître, il y a aussi le protectionnisme et l'importance de l'économie et de la consommation nationale qui refait surface. Pour l'économie chinoise, il y a 3 défis principaux. Le ralentissement de la croissance économique, le ralentissement du marché de l'immobilier et un endettement qui est de plus en plus élevé. Le ralentissement de la croissance est probablement la principale préoccupation de Pékin. Le pays passe d'une croissance à 2 chiffres au début des années 2000 à 4,5% en 2023. Couplé au climat international qui est de moins en moins favorable aux échanges et au vieillissement de la population, il n'y a pas de solution miracle. Le marché de l'immobilier, quant à lui, a été l'un des principaux moteurs de la croissance chinoise ces dernières années. La bulle immobilière a éclaté et il est peu probable que la Chine compte sur ce marché pour sa croissance à nouveau. Le problème de la dette, lui, est plus complexe. La Chine a dû financer de nombreux plans de relance depuis la crise économique de 2008 qui ont fait augmenter sa dette. La Banque d'État a donné énormément d'argent à ces sociétés pour se développer. Or, la dette commence à peser sur la marge de manœuvre de la Chine pour se développer économiquement. Ce contexte national donc, mais aussi global, a mené à un autre problème, c'est le chômage des jeunes chinois. Les chiffres officiels chinois indiquent que le chômage des jeunes entre 16 et 24 ans a atteint un niveau record de 20,4% en avril 2023. À la fin de chaque année en Chine, c'est plus de 11,6 millions d'étudiants chinois supplémentaires qui achèvent leurs études et doivent trouver un travail. Le gouvernement n'est bien sûr pas aveugle, il essaye de soutenir la création d'entreprises, de donner des aides à l'embauche, mais il s'agit toutefois d'un processus à long terme. La Chine contemporaine s'est reposée jusque-là sur ces énormes conglomérats d'entreprises qui recrutent de moins en moins et qui sont aussi de moins en moins acceptés à l'étranger. Les investissements directs étrangers, quant à eux, qui pouvaient favoriser le recrutement de jeunes en Chine, continuent de diminuer. La Chine a même enregistré une baisse du nombre de projets d'IDE annoncée de 24% en 2022, une baisse des dépenses en capital de 44% et une baisse de la création d'emplois par ces mêmes IDE de 59% par rapport à 2019. Bon, pour la faire bref, il y a de moins en moins d'IDE qui arrivent en Chine, donc les entreprises peinent à se développer et donc cela impacte non seulement la croissance et le développement, mais aussi directement le chômage. Il faut se mettre à l'échelle de la Chine, le moindre pourcentage devient vite colossal, et c'est pour ça que dans ma dernière vidéo qui portait sur les BRICS, certains n'ont pas nécessairement compris pourquoi la Chine avait besoin d'IDE. Eh bien vous avez maintenant votre réponse. Venons-en ensuite au problème des dettes. La dette des collectivités locales est un énorme problème en Chine. C'est-à-dire que les villes, communes, se sont endettées jusqu'en haut et ne peuvent pas rembourser leurs prêts accumulés ces dernières années. Par conséquent, elles ne peuvent pas avoir la capacité de dynamiser en retour plus que ça leur croissance. Le 26 mai, la ville de Yuan, par exemple, a publié dans un journal local une liste de 259 débiteurs, publics et privés, qui ont environ 300 millions de yuan, c'est-à-dire environ 42 millions de dollars à rembourser, mais qu'ils ne peuvent pas rembourser. Le 12 avril, la province de Guizhou a annoncé quant à elle qu'elle ne pourrait pas rembourser une dette de 1,2 milliard de yuan. Et pour vous donner une idée, la dette des collectivités locales en Chine est estimée à 30 000 milliards de yuan en 2022, contre 10 700 milliards de yuan en 2011. Elle a littéralement triplé en 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est que le responsable de tout cela, c'est la doctrine économique chinoise, c'est le national-communisme. Et petit à petit, on constate que les villes, qui ont de plus en plus de problèmes à gérer leur espace social-économique, s'éloignent de plus en plus des fondamentaux du national-communisme. Les restrictions sur les petits commerces ou les activités individuelles sont de plus en plus assouplies.
alors que les vendeurs à l'étalage ou dans la rue étaient considérés comme nuisibles à l'image des villes selon le plan national des villes civilisées de 2003. C'est-à-dire que pour combattre les problèmes engendrés par une hyper-planification avec beaucoup d'interdictions d'exercer une activité, eh bien les Chinois retournent finalement à une sorte de libéralisme contrôlé, jusqu'à devenir de plus en plus tolérants sur la vente de produits à l'étalage dans des marchés ou via des itinérants, car c'est une solution qui a été jugée viable pour réduire le chômage et dynamiser la croissance nationale. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le modèle économique de la Chine est épuisé? Et pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de réponse toute faite. Est-ce que le modèle de croissance est épuisé? Pendant des décennies, la croissance économique de la Chine a été tirée par les exportations et par les investissements, dont les IDE, dans des installations industrielles qui étaient destinées à servir les marchés extérieurs. Les entreprises étrangères avaient augmenté leurs profits en externalisant en Chine, ce qui a permis de créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement et de renforcer l'interdépendance entre nos pays. Les banques commerciales et les investisseurs avaient aidé les entreprises émergentes à lever des capitaux, ce qui a fait du secteur des entreprises chinoises l'un des plus compétitifs au monde. Mais depuis la crise économique mondiale de 2008, une réglementation financière plus stricte et une période prolongée de faibles taux d'intérêt ont contribué à diminuer les investissements étrangers qui devenaient de moins en moins lucratifs. Moins d'argent était donc disponible pour les projets en Chine et la tendance mondiale du moment est celle d'un plus grand protectionnisme. L'avenir est incertain, les relations bilatérales entre la Chine, les États-Unis et l'Europe sont risquées et avec la guerre en Ukraine, on assiste également à la restructuration de certains flux commerciaux, on a déjà fait des vidéos entières sur le sujet. Retenez donc que la géopolitique chinoise s'observe avant tout pour répondre à des problèmes internes. Là est l'objectif des nouvelles routes de la soie, là est l'objectif de la diplomatie chinoise qui cherche à pacifier des zones dans le monde pour s'assurer que ces débouchés ne sont pas coupés, et c'est pourquoi aussi la Chine est en train d'essayer de réchauffer ses relations avec les pays de l'Union européenne, les États-Unis, mais aussi avec l'Australie. Cependant, elle a évidemment beaucoup de mal à y parvenir. La Chine en Europe est de plus en plus vue comme un soutien à la Russie, et le contexte des puissances depuis plusieurs années, amplifié par l'année 2022, est plutôt à l'isolement régional, au protectionnisme et à la sécurité nationale. Le PIB de la Chine représentait en 2022 20% du PIB mondial. Il a atteint, semble-t-il, un plafond qu'il peine à percer. Les États-Unis, quant à eux, représentaient en 2022 25% du PIB mondial. La géopolitique est souvent une question de recherche d'équilibre entre les puissances et nous sommes peut-être en train d'y arriver. C'est pour percer ce plafond et poursuivre sa croissance que la Chine cherche de plus en plus à dynamiser sa consommation et son développement national en investissant dans les emplois et les entreprises locales plutôt que les gros projets immobilier ou les entreprises géantes. Mais cela implique de revenir sur la stratégie en place depuis des décennies et de revenir sur certains fondamentaux politiques qui ont été posés par le Parti communiste chinois. Le potentiel de développement est aussi bridé par la dette des collectivités locales et concernant les IDE dont dépend la Chine, le pays espère ici trouver une solution de secours du côté des BRICS. On en a parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs, et ce qui se passera en Chine du point de vue social-économique sera en tout cas très intéressant à observer ces prochaines années. Peut-être assisterons-nous même par exemple à un mouvement de population depuis les zones urbaines du littoral qui sont saturées vers la province et la campagne, ce qui pourrait être finalement bénéfique au développement des zones rurales et donc à la Chine en tant que puissance sur le long terme. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, il s'agissait bien sûr encore une fois d'une synthèse très générale car on ne peut pas tout dire dans une vidéo de 15 minutes sur YouTube et nul doute que je reviendrai à l'avenir sur cette thématique et que nous allons continuer chez Terrabellum à suivre bien sûr l'actualité autour de la Chine. Dites-nous si vous pensez que la Chine sera en capacité de répondre à ces défis, n'oubliez pas de liker, clocher et partager pour briller en société et pour approfondir et entrer véritablement dans l'apprentissage de la géopolitique, procurez-vous la revue numérique Terrabellum. Notre prochain numéro sur le Moyen-Orient sortira en juillet et sinon les précédents sont toujours disponibles à l'unité. Le lien est bien sûr en description. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.